27 for Life sur radio27.be. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence radio de notre marathon 27 for Life. Pour les 30 minutes à venir, j'aurai le plaisir de partager l'antenne avec Aurélie de chez Information. Salut Aurélie, comment ça va ? Bonjour Annabelle, écoute, ça va très bien, merci. Alors comme le temps nous est compté, comme toujours, on ne va pas trop perdre de temps. Aurélie, qui est-ce qu'on accueille aujourd'hui dans le studio ? Eh bien cet après-midi, nous recevons 2 membres du mouvement des Gilets jaunes. Bienvenue parmi nous, Stéphane et Mako. Bonjour. Bonjour. Alors ça va, ça a été pour venir jusqu'ici ? Oui, parfait. Mais je viens pour la Ligue des familles. Hein. Oui, tout à fait. Oui, alors petite blague privée, parce qu'en fait, je connais Mako d'un passé antérieur, donc voilà. Très bien, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans l'émission. On aura aussi un peu plus tard une petite interview de Gino Russo qui nous parlera de son analyse un petit peu du mouvement des Gilets jaunes. Voilà pour le contenu. Donc déjà, peut-être vous présenter brièvement tous les deux. Stéphane, peut-être tu viens à titre en tant que membre des Gilets jaunes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton implication dans le mouvement ? Oui, je crois que ça commence parce que je suis né indigné et je mourrai révolté. Et évidemment, ce mouvement m'a profondément touché parce qu'au quotidien, je vois autour de moi des choses qui sont absolument inacceptables. Alors, je sais que le thème de l'émission, ce sont les travailleurs pauvres. Je n'en suis pas un. Je suis ce que je considère devoir être la norme dans un pays riche, dans une économie florissante. Je suis un travailleur avec un salaire digne qui me permet de vivre dignement. Et ça devrait être la norme, et ça n'est malheureusement plus le cas. Et ça m'indigne profondément. Et donc, à ce titre, ce mouvement, j'y ai participé, j'ai été manifesté, j'ai été arrêté, j'ai été maintenu en détention dans des conditions qui sont intolérables et inacceptables. Mais bon, comme à peu près 450 personnes avec moi. Et c'est une colère énorme, profonde. Et quand on voit ce qui se passe en France, notamment, parce que malheureusement, le mouvement est un petit peu plus calme ici en Belgique. Et je souhaite profondément et de tout cœur que ça ne s'arrête pas. Et que, à l'égal de la France, ces gouvernements successifs, parce qu'ils appliquent tous évidemment la même politique libérale, je souhaite que ça leur ouvre les yeux. Et je souhaite qu'ils se mettent tout doucement à réfléchir autrement, à comprendre les choses. Et je crois que notre meilleur allié, c'est l'urgence climatique, l'urgence écologique, qui finira par triompher et remettre en cause ce système économique qui est absolument fou. C'est incroyable que dans ce pays, pour faire un lien avec le thème précédent, nous sommes encore la 20e économie mondiale. Nous sommes un pays riche. L'économie est florissante. On nous a vendu un pacte qui était de produire, consommer, créer de la richesse, et l'effet de ruissellement sera bénéfique pour tous. Et c'est une véritable arnaque parce qu'on voit très bien que malgré la création de richesse qui est absolument sidérante et hallucinante, il y a dans ce pays des gens qui ne s'en sortent pas au quotidien, dont les salaires ne permettent pas de vivre, et c'est absolument inacceptable. Et nous avons une classe politique qui n'a pas l'air de s'en occuper, ou de ne pas en faire une priorité en tout cas. On a un Premier ministre qui n'a que le mot « jobs » à la bouche, et qui fait croire que le travail, et c'est suffisant, dès que vous travaillez, vous vous en sortez, c'est totalement faux. Du coup, on vous sent vraiment concerné, voire fâché par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Énormément, oui. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à notre gouvernement ? Ce que je reproche à ce gouvernement, mais au gouvernement précédent, les politiciens se sont totalement désarmés, et c'est la finance mondiale qui dirige le monde. Et donc, leur marge de manœuvre est évidemment assez minime. Ils sont désarmés, totalement désarmés. Et il est temps qu'ils réfléchissent collectivement, parce qu'il est évident que la petite Wallonie ne peut pas changer la marche du monde. Mais ce qui se passe dans le monde, que ce soit l'élection de ce clown de Trump, que ce soit la colère des Anglais et puis qui votent pour le Brexit, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais enfin, en tout cas, c'est
l'expression d'une colère, et pourtant, économie extrêmement florissante en Angleterre. Hein. Et donc il se passe un peu partout dans le monde une colère qui s'exprime de différentes manières, on ne peut pas toujours être d'accord évidemment, et face à cela, je crois que les dirigeants doivent reprendre le contrôle, tordre le bras aux forces de l'argent, à ce triumvirat infernal que sont les banques, les multinationales, les grandes fortunes mondiales. Il est temps de leur tordre le bras et de les mettre au pas, tout simplement. Mako, toi, tu viens en tant que membre Oui. employé. Je suis chargée de projet en éducation permanente à la Ligue des familles et chargée de campagne également pour cette campagne Ensemble sous le même toit, supprimons le statut cohabitant. Mais ce que vient de dire justement monsieur me parle parce qu'effectivement, on vit dans un pays riche. On vit dans un pays qui est capable de claquer de la thune à crever pour acheter des F-35. Donc voilà, à un moment donné, c'est une question de choix, de décision politique. Et quand on a des décideurs qui ne prennent pas des décisions qui nous semblent aller dans l'intérêt du citoyen, il y a un souci. Je partage le sentiment de monsieur. Et est-ce que toi, tu participes aux actions des Gilets jaunes ? De loin en loin. Déjà, dans une démarche de dialogue, je pense qu'il faut absolument se comprendre déjà, s'unir, parce qu'effectivement, dans la souffrance, on sent bien, par exemple, en ce qui concerne la justice migratoire, etc., que vraiment, on a au pouvoir des gens qui divisent pour mieux régner. Ça n'a aucun sens. Si on veut effectivement contrer une politique ultralibérale telle que celle que nous la subissons, nous devons avancer unis. Voilà. Dans la campagne, notamment, c'est ce qu'on fait. D'autres associations ont mené cette campagne bien avant nous, que ce soit les associations féministes telles que les Femmes prévoyantes socialistes ou Vie féminine, mais aussi le réseau wallon de lutte contre la pauvreté lutte solidarité travail. Enfin, tout le monde a déjà abordé cette question de la suppression du statut cohabitant dans les revenus de remplacement. Hein. Je ne parle pas des cohabitants légaux, mais effectivement, c'est en s'unissant, en se fédérant qu'on obtiendra quelque chose. Ça, j'en suis convaincue, on en est convaincu. Alors, on a un petit commentaire de la part de Patrick qui nous dit « Mais comment est-ce qu'on explique finalement qu'il y ait aussi peu de suivi du mouvement des Gilets jaunes en Belgique ?» On voit qu'en France, ça a quand même été assez suivi. Ils ont été largement entendus. Ils ont eu plus ou moins ce qu'ils voulaient, même si le mouvement continue, mais bon, est quand même affaibli. En Belgique, bon voilà, on parle de centaines de personnes. C'est quand même pas encore la révolution chez nous. Comment vous expliquez ça ? Je le constate, ça me désole. Je crois que, comme disait madame ici à ma gauche, il y a l'absolue nécessité de s'unir. Et évidemment, on est toujours divisé parce que là, c'est une technique connue, comme on oppose les chômeurs aux travailleurs, on oppose les fonctionnaires aux travailleurs du privé, on oppose les retraités aux actifs. Il y a une désinformation terrible aussi. Et puis, je pense que c'est dans les mœurs. Hein, le Belge est beaucoup plus... est moins engagé politiquement que l'est la France. C'est lié, je crois, à notre système électoral, hein, parce qu'on se rend bien compte que l'on vote à gauche, à droite, au milieu, au centre, au final, il s'arrange. Et il n'y a aucune différence. C'est pas aussi clivant qu'en France. En France, le gagnant avec 50,1% rafle la mise. Et donc, c'est beaucoup plus clivant qu'en Belgique. Voilà, ça me désole, évidemment. Je ne l'explique pas, je le constate. Mako, tu souhaitais dire quelque chose ? Oui, dans ce mouvement des Gilets jaunes, je constate notamment une vraie volonté de tendre vers une démocratie plus participative. Alors, ce sont des gens qui se sont peut-être démobilisés de la politique, qui se sont désintéressés de la politique, mais parce que la politique ne s'intéressait pas à eux. Et aujourd'hui, voir ces personnes reprendre place dans l'espace public, même s'ils sont moins nombreux qu'en France, c'est pas grave. C'est déjà énorme. Voilà. Et le mouvement, comment vous voyez les choses ? Il va continuer ? Ça va grossir ? Comment vous voyez ça, chacun ? En tout cas, il se nourrit d'une colère, et cette colère ne va pas disparaître du jour au lendemain. La réponse politique à donner à cette colère, comme encore une fois, comme notre système électoral est ainsi fait, bon, ici, feu le Premier ministre Charles Michel, mais on sait bien, il n'y a pas grand-chose à attendre du monde politique.
Donc, mais la colère, elle est évidemment là. Vous savez, elle s'explique assez simplement au niveau de la richesse créée. Si on ramène ça à une proportion beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus simple, vous prenez 100 personnes représentatives de la population mondiale. Ces 100 personnes, au travers de leur activité, de leur production, de leur consommation, créent une richesse de 1 000 euros. Sur ces 100 personnes, il y en a une qui s'en va avec 850 euros. Et les 99 autres se partagent 150 euros. Alors, de manière évidemment très inégale, hein, il vaut mieux être belge que burkinabé. Et ça n'est plus tolérable, ça n'est plus acceptable. Donc, ce n'est pas un problème qui est spécifique à la Belgique ou à la France ou même à l'Occident, c'est un problème mondial. Et évidemment, je constate, mais je souhaite que ce mouvement perdure, ce mouvement continue, qu'il s'amplifie. Il faut dire qu'il y a... moi, je suis allé il y a 2 semaines à Bruxelles. On n'a pas été reçus avec des roses. Hein. Je peux vous garantir que il faut le vouloir, quoi. Hein. C'est pas simple d'exprimer. Alors bon, on m'a dit que c'était pas. Moi, j'ai été arrêté parce que je participais à une manifestation qui était illégale, hein, parce qu'il y a tout un carnet de doléances pour l'organisation d'une... Mais c'est un mouvement citoyen, donc c'est pas simple à organiser. Je ne m'attendais pas à être reçu de la sorte et à être traité de la sorte. Bon, ça refroidit, évidemment, ça c'est clair. Hein. Oui, effectivement, à la question que tu posais, Annabelle, à savoir quelle sera la suite du mouvement, je pense qu'elle sera peut-être en partie souterraine. Mais il y a plein de mouvements qui ont travaillé d'abord de façon souterraine, notamment les droits des homosexuels ont été acquis de cette façon. Hein. Il y a eu un gros travail underground avant de faire émerger et d'obtenir des nouveaux droits. Donc je pense que la petite graine est là. Ok, alors du coup, on a déjà beaucoup employé le mot colère durant cette interview. Alors cette colère s'est manifestée de manière pacifique, mais aussi de manière plus violente avec les casseurs. Est-ce que vous comprenez leurs actes et est-ce que pour vous, ça peut être légitimé ? Alors, légitimé, non. Mais il y a assez rarement des mouvements contestataires qui se sont faits avec une mandoline. Et donc, quand on est en colère, en général, ça se passe jamais toujours très bien. Ce que je peux dire, pour avoir donc mon expérience par rapport à cette manifestation, j'étais là de 5 minutes que les casseurs éventuels étaient déjà identifiables. Hein. Et donc on se pose la question de savoir de ce que, la fameuse phrase, mais que fait la police ? Je pense qu'il était tout à fait possible d'exfiltrer ces gens, qui, n'en avaient clairement rien à secouer de la cause qui était défendue, qui venait exprimer une autre frustration. Mais il était possible d'agir tout à fait autrement. Moi, je n'ai évidemment pas jeté le moindre pavé, je n'ai pas insulté la moindre personne. On était à 5, une bande de potes, on était très calme, très, très pacifiste. Et on a été traités comme n'importe quel... casseurs. Donc je pense qu'il y a aussi, là aussi, hein, c'est assez, on laisse pourrir la situation en espérant, c'est toujours ce qui se fait. En général, quand il y a un mouvement de grogne sectoriel, hein, vous avez la SNCB qui fait grève, elle prend le restant de la population sur le dos parce que voilà, il n'y a pas de train. Vous avez les bagagistes à Zaventem qui font grève, on ne sait pas prendre l'avion et tous les touristes gueulent. Donc il y a, et ça c'est évidemment toujours positif pour le gouvernement. Ici la chose ne se passe pas comme ça, il y a quand même un soutien qui est et donc il y a un pourrissement qui est, à mon avis, encore une fois tout à fait réfléchi, hein, parce qu'on a été encerclés, pressés comme des citrons pendant 2 ou 3 heures, et la seule façon de s'échapper de là c'était d'accepter de se faire arrêter, ce qui a été notre cas. Mais il est évident que ce ne sont pas des conditions qui amènent au calme et à la sérénité, hein, ça c'est clair. On parle des travailleurs pauvres, du coup c'est peut-être intéressant de faire un focus particulier sur les femmes, sur les travailleurs pauvres, travailleuses. Oui. Et du coup, quand on regarde un petit peu les images des médias, on voit qu'elles sont nombreuses dans le cortège des Gilets jaunes. Est-ce que finalement ce ne seraient pas elles les principales victimes du système actuel ? Évidemment. En tout cas, ce sont les femmes qui sont parmi les groupes de population les plus précarisés, puisque ce sont elles à qui on offre
que des contrats précaires, des temps partiels. Elles ne l'ont pas choisi, ce temps partiel, et elles se retrouvent vraiment dans des situations dramatiques. Enfin, 4 familles sur 10 est monoparentale en Belgique. Dans 2 tiers des cas, la garde est encore confiée à la maman, et la moitié de ces familles ne vit pas en situation de précarité, mais en situation de pauvreté. C'est l'étape plus loin, en fait. Donc, voilà, à un moment donné, les travailleuses, même si tout le monde évidemment morfle, hein, on est d'accord, mais focus sur les groupes des travailleuses, parce que ce sont vraiment elles qui écopent, quoi. Et vous en parlez dans votre campagne justement de la Ligue des familles. Est-ce que c'est une des cibles prioritaire, on va dire? Ah bien sûr, compte tenu du fait que le statut cohabitant, créé en 1981, il a été créé notamment par l'arrivée des femmes sur le marché de l'emploi. Et donc, pour des raisons budgétaires, on a décidé de créer ce statut cohabitant, paraît-il, pour éviter de sanctionner les chômeurs au niveau de la durée. C'est ce qui se dit dans les milieux syndicaux. Mais aujourd'hui, eh bien, on se retrouve aussi dans des situations liées au statut cohabitant dans les revenus de remplacement. Donc, c'est un taux cohabitant, c'est à partir du moment où vous êtes travailleur, en gros, vous faites ce que vous voulez. Vous faites monde de solidarité, c'est très bien. Vous gardez vos enfants qui n'ont toujours pas trouvé de travail à la maison, ou votre parent est malade et vous choisissez de le garder, ou face à l'inflation des loyers, vous décidez de cohabiter. Tout ça, ok, si vous travaillez, c'est tout à fait possible. À partir du moment où vous bénéficiez soit du chômage, soit du CPS, soit de la mutuelle, eh bien, vous perdez la moitié de vos revenus. Alors, on se retrouve face à un dilemme. Alors, soit, par exemple, pour un couple, soit on vit séparément, soit aux fraudes, soit on bascule dans la grande pauvreté. Alors effectivement, ça va toucher les femmes de façon parfois tragique. J'ai rencontré parmi le public à qui je parle de la campagne, une femme qui vit la violence conjugale. En fait, son compagnon s'est domicilié ailleurs officiellement, mais il a toujours les clés de la maison et il vit toujours là. Et cette femme, elle ne peut pas appeler au secours. Parce que si elle appelle, la première chose que la police fera, c'est constater qu'il y a une fraude sociale. Et donc, elle vit une double peine. Elle se prend des coups et en plus, elle a les institutions sur le râble. Donc, elle ne peut absolument pas agir. Elle est dans une prison, quoi. Alors, par rapport effectivement à la fraude sociale que certains pourraient tacler dans les discours ambiants, eh bien, il faut savoir que un couple qui organise cette pseudo-fraude sociale, mais qui sont juste dans la débrouille, hein, ils sont juste en mode survie, eh bien, malgré cette organisation frauduleuse, avec des gros guillemets, eh bien, ils continuent à vivre sous le seuil de pauvreté. Donc, il y a vraiment un souci. Effectivement, il faut rehausser les revenus de remplacement, il faut supprimer le statut cohabitant, et ce qui découle du statut cohabitant, c'est le non-respect de la vie privée, puisque effectivement, à partir du moment où on passe sur le statut cohabitant, eh bien, on est susceptible d'être contrôlé à tout moment de la journée, de façon inopinée, et c'est tout à fait intrusif et abusif. Et alors, en particulier pour les femmes, mais pour d'autres groupes de personnes aussi, mais pour les femmes, c'est plus conséquent, c'est la liberté de choix. On ne peut pas faire des libertés, on ne peut pas choisir librement avec qui on veut vivre, avec qui on décide d'accueillir. Donc voilà, ce statut cohabitant pour nous pose problème. Et avec la campagne Ensemble sous le même toit, nous souhaitons faire réfléchir les citoyens autour de ce statut qui pourrait frapper tout le monde. Tout le monde pourrait être concerné, mais également faire réfléchir les décideurs, puisque normalement on a un agenda électoral prévu pour le 26 mai, mais il est possible, voilà, qu'il soit légèrement anticipé, on n'en sait rien. Mais donc voilà, les ministres et les secrétaires d'État qui seront en place et dont la fonction touche à la question du statut cohabitant, eh bien nous irons le trouver avec la voix des citoyens qui auront pétitionné avec nous et surtout avec les associations partenaires, quoi. Merci Mako. Le chrono tourne et on va tout de suite écouter la petite interview de Gino Russo qui lui fait un parallèle entre la situation de 1996 avec le mouvement de la Marche Blanche et la situation actuelle des Gilets jaunes. Donc, comme je vous disais, ce qui serait peut-être intéressant dans le cadre de l'émission, c'est de parler pour vous quelle est la ressemblance entre les événements, les marches blanches de 1996 et du coup la colère actuelle des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous y voyez en fait dans ces phénomènes ?
J'y vois, oui, une certaine souffrance, et j'y vois le fait que les personnes en souffrance veulent s'exprimer eux-mêmes, ne veulent plus d'intermédiaires parce qu'ils ne se sentent pas représentés par, j'ai envie de dire, spécialistes de l'indignation, je vous dirais ainsi. Mhm. D'accord, ok. Et au niveau de la mobilisation, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui étaient sorties dans les rues. Mais oui, mais là-bas c'était différent. Disons que les comités blancs et le mouvement blanc étaient créés de la marche blanche. La marche blanche, c'est le citoyen qui l'a demandé. Prolongement, c'est un vrai mouvement qui a pris tout de suite de l'ampleur, et puis il y avait des porte-paroles. Moi, les paroles s'étaient beaucoup appliquées, et c'était de réels porte-paroles qui émergeaient de nulle part. Ici, on a le même phénomène, sauf qu'on n'a toujours pas de porte-parole et que le mouvement est toujours contestataire, dénonce de la souffrance liée aux problèmes économiques, interpelle les pouvoirs. On peut dire qu'à l'époque aussi, on interpellait les pouvoirs, on voulait un changement au niveau justice. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plutôt, on veut de la justice, mais au niveau social et plutôt au niveau économique. Je pense que j'ai interprété, ce que j'ai pu comprendre des Gilets jaunes. Voilà, donc c'était donc l'interview de Gino Russo, réalisée par Annabelle sur le mouvement des Gilets jaunes. Stéphane et Mako, merci beaucoup d'être venus parmi nous partager vos idées et vos convictions. Et le mot de la fin, c'est pour un autre Stéphane, notre Stéphane. Voilà, un seul mot, la colère. Une réalité, celle d'une société bloquée par son système électoral, l'emprise d'une finance internationale, la croissance des inégalités sociales et en particulier au détriment des femmes. Un avenir, peut-être un mouvement des Gilets jaunes qui va se prolonger de façon souterraine, qui va réémerger avec des revendications, avec des porte-paroles qui pourront alors faire mouche. Une clé, une revendication qui aura bientôt 40 ans, avec le statut de cohabitant qui a été lancé dans la société en 1981. Et donc cette revendication, cette clé de voûte de la lutte sociale qui est la suppression du statut du cohabitant et qui symbolise très bien l'injustice faite aux femmes au quotidien.